comment appréhender le son pour préserver sa santé auditive? Quelqu'un veut se lancer? Je crois que tout dépend de cette prise de conscience. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le sonore est un élément clé de notre existence et de notre fonctionnement d'hommes et de femmes. Et ne pas le négliger. Et arrêtons, encore une fois, d'être rétiniens, quoi. Je veux dire, essayons de regarder, certes, mais essayons d'écouter pour mieux voir. Pour moi, c'est ça la clé. La clé du problème, c'est pour ça qu'on a lancé ce décibellateur, qu'on essaye d'amener en fait cette conscientisation d'un monde qui ne se voit pas. Hein. Et c'est toute notre problématique en fait de chercheurs également et d'hommes et de femmes aujourd'hui de ne pas être dans la concrétude de ce que l'école nous a apporté aussi comme connaissance, c'est celle de regarder. On dit à son fils souvent, regarde bien mon fils, observe bien. Peut-être qu'on lui dirait, écoute un peu plus, ce serait pas mal. Voilà. Donc je pense qu'il y a là en fait un devoir de prise de conscience au plus grand nombre. Oui, c'est une problématique sociale. C'est vrai que notre société actuelle est une société extrêmement visuelle et ça serait bien de redonner à l'audition sa juste place et sa juste valeur en termes de communication. Et effectivement, les décibelmètres ou des décibelomètres, je ne sais plus comment appeler ça, Eric Orsen. Décibellateur, voilà, révélateur des décibels. Par Eric Orsen. Voilà, c'est vrai que ça peut être un moyen de visualiser le niveau sonore. Et c'est vrai que il y a plein de logiciels qui se développent, d'applications sur les téléphones portables pour mesurer les niveaux sonores. Et ça, c'est des applications qui sont beaucoup utilisées pour les patients hyperacousiques, hein, qui sont très sensibilisés à la problématique des niveaux sonores. J'ai encore un point à signaler qui est important pour répondre à la question de Madame tout à l'heure sur qu'est-ce que porte effectivement la compression, etc. C'est la facilité. Hein. Autrement dit, on est dans un monde où tout est facile, tout est facilité. On veut faciliter l'écoute, coûte que coûte. Hein. Et bien évidemment, quand on facilite l'écoute, coûte que coûte, qu'est-ce qu'on se pose comme question? Est-ce qu'on va faire travailler le système auditif normalement ou pas? Ou est-ce qu'on va lui donner plus de facilité de fonctionnement? Eh bien, lorsqu'on travaille, si on revient sur cette problématique de notre environnement sonore global, qui est surtout extrêmement densifié, donc avec une compression, mais aussi avec une densité énergétique qui ne désemplit jamais, eh bien l'intérêt de tout cela, c'est aussi de faciliter le fonctionnement de l'oreille, car la chaîne ossiculo-tympanique ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'on a un système qui reste bloqué finalement, et il n'y a pas d'effort à faire. Aller chercher des niveaux faibles, ça demande de l'effort. Ça demande beaucoup d'efforts d'aller chercher effectivement un bruit de pas, comme on l'a entendu tout à l'heure, ou aller chercher un bruit de feuille, ou en tout cas des choses qui sont ce que j'appelle des micro-silences. Mais plus personne n'en veut de ça. Donc on parle aujourd'hui, ce matin sur France Inter, on disait les gens ne sont plus capables, maintenant 5 minutes par jour, et à moins que ça, d'écoute de la nature, enfin ou plutôt de contact avec la nature. Mais le contact avec la nature, c'est déjà l'écoute des micro-silences et des sons qui sont extrêmement faibles. Donc on nous habitue aujourd'hui à des sons faciles à entendre en permanence et qui ne désemplissent jamais, mais c'est la facilité. Et c'est ça qui fait que quand on entend, là aujourd'hui je vous parle avec ce micro-là, mais si je parle beaucoup plus fort, le niveau va rester le même tout le temps. Donc vous avez un confort d'écoute évidemment qui est extraordinaire. Si je me mettais à parler comme ça, ce serait plus compliqué parce qu'effectivement peut-être qu'il y a des personnes qui entendraient moins bien parce que le niveau serait plus faible. Et encore, on pourrait jouer ce jeu-là, mais quoi qu'il en soit, la facilité de la sonorisation aujourd'hui, partout, sonorisation de spectacles vivants, aujourd'hui, tout est sonorisé et tout est effectivement compressé. Donc ça, c'est la facilité qu'on donne à tout un chacun. Et donc, on pourrait peut-être aussi revenir sur un son bio, comme on dit, hein, un son qui serait effectivement un peu plus, qui respire un peu plus, et que peut-être on pourrait réapprendre également à écouter normalement. Voilà ce que je voulais dire.
Donc, vous parliez de bio, vous avez présenté plutôt également les sons urbains et comment ils peuvent être, ce bruit de fond et comment il peut être gênant au quotidien. Est-ce que du coup, vous savez si par exemple, on a tendance à dire qu'il fait mieux vivre à la campagne, est-ce que par rapport à cette santé auditive, le fait de vivre dans un milieu du coup moins riche, sonore, enfin moins on va dire saturé, est-ce que ça permettrait par exemple de garantir dans cette population rurale une meilleure santé auditive? Moi, j'en suis persuadé. Je crois qu'il y a des études qui ont été faites sur la perte d'audition, mais vous allez certainement pourrez répondre. Mais je pense que la perte d'audition est certainement plus importante en situation urbaine qu'en situation rurale. Est-ce que je me trompe en disant cela? Oui, effectivement, il y a des études anciennes dont j'ai plus la référence, mais qui avaient étudié ça chez des populations, je ne sais plus si c'était pas d'Amazonie ou enfin la pollution sonore était beaucoup moins importante. Et donc effectivement, il y avait beaucoup moins de problématiques de surdité, quoi. C'est vrai que, pardon, juste Christian, je pense à une chose, c'est vrai on pourrait imaginer dans la société, comme on a développé des espaces non fumeurs, développer des espaces qui soient non hyper stimulants ou soit non pas non sonores, mais en tout cas où on puisse, qui soient idéal pour pouvoir communiquer de manière naturelle et écologique sans être surstimulé en permanence par le biais de toutes les fonctions sensorielles diverses et variées. Le professeur Paul Avard, l'autre jour, me disait que sur l'île de Pâques, il n'y a quasiment pas de déficience auditive. C'est intéressant de se dire ça. Hein. Alors, il faudrait lui reposer la question, mais il était triste. Je lui dis, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Mais je suis sûr. Bien sûr. Et ça le laisse perplexe, parce que précisément, notre environnement sonore urbain et pas qu'urbain, en situation rurale, il y a des bruits de moteur. Hein. Moi, je suis aussi à la campagne, et les tracteurs, etc. Il y a du bruit. Je veux dire, le moteur est arrivé partout. Donc, bien sûr que personne n'est à l'abri. Mais bien sûr, je pense qu'on a perdu, oui, à cause de cet environnement sonore excessif. Merci beaucoup. Encore une fois, n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être passer à la prochaine. Donc, selon vous, jusqu'où peut aller la technologie pour réussir à compenser les troubles auditifs, également les troubles cognitifs? Ne vous battez pas. La problématique de l'utilisation, enfin la problématique en tout cas, c'est vrai qu'il y a à l'heure actuelle les industries d'audioprothèses sont à fond là-dessus en essayant d'utiliser l'intelligence artificielle. C'est déjà le cas dans certains appareils auditifs, justement pour faciliter la compréhension de la parole et améliorer le rapport signal sur bruit. Donc c'est déjà en cours, je dirais, en tout cas pour ce qui est de les appareillages auditifs. Après, sur le plan des troubles cognitifs, je pense que l'IA n'a pas de limite, donc les limites, ça sera plutôt celle du concepteur que de l'utilisation de l'IA, quoi. Après, je pense que mon collègue sera mieux à même. Je suis moins à l'aise sur le volet thérapeutique que diagnostique. Effectivement, l'IA fait très bien le débruitage. Donc, tous les fabricants d'implants se sont emparés finalement d'intelligence artificielle pour essayer d'aider à l'adaptation sonore quand on rentre dans une pièce avec un environnement qui est différent. Ça, c'est clair. Sur le plan thérapeutique, à proprement parler, moi, ce que je pense qui va changer, c'est vraiment ce que je vous ai présenté, dans le sens, c'est la sélection des patients et les traitements personnalisés. Les entreprises pharmaceutiques ont encore pas mal de mal à s'y mettre parce que forcément, qui dit traitement personnalisé, dit moins de ventes de médicaments puisqu'on va les réserver à une sous-population, et dit aussi que si dès l'essai clinique, on sélectionne les patients en fonction d'un profil particulier, on sera obligé d'être associé au logiciel aussi en post-market pour amener le même médicament. Ils ont tous beau vouloir dire on veut faire de la médecine personnalisée, c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, il y a un risque pour eux de faire ça, mais il y a d'autres risques. On a vu par un proche qui a abandonné son traitement pour l'Alzheimer parce qu'il ne fonctionnait pas. Et donc si on n'a pas aussi ce type d'approche de se dire deux malades d'Alzheimer ne sont pas forcément similaires, forcément on aura moins d'avancées thérapeutiques pour les patients. Après, comme il a été présenté plus tôt, le fait que cet appareillage auditif peut également venir chez des personnes atteintes d'une maladie neurodégénérative, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, et si les sons, par exemple, surcompressés et environnants viennent blesser, viennent détruire certaines protections, comme vous l'avez précisé également au début, est-ce que la technologie ne peut pas venir supplanter à ce son surcompressé ambiant
pour réussir à rajouter en fait cette protection qu'on aurait nous perdue du fait de cette surstimulation d'Adèle, du coup surcompressée. Non, une fois qu'il est surcompressé, il l'est. Et donc on ne peut pas le décompresser. On peut le décompresser sur un plan numérique, oui, effectivement. Si on parle de compression de débit, dans réduction de débit, là on peut retrouver nos billes, et encore, ce qui aurait été perdu sera pas perdu. Mais en termes de compression de dynamique, non, on ne peut pas retrouver effectivement la dynamique essentielle, initiale. Donc ça veut dire que ce qu'on a perdu est perdu. Moi, j'ai envie de dire une chose importante à ce stade-là, c'est qu'il ne faudrait pas, effectivement, qu'il y ait dans notre civilisation, je dirais, une écoute des riches et une écoute des pauvres. Car, quoi qu'il en soit, je me rends compte aujourd'hui, nous rendons compte aujourd'hui que ceux qui sont conscients, qui sont conscients que le sonore est un véritable trésor de vie, trésor de développement personnel et collectif, trésor de l'écoute, je veux dire, savent se protéger. Je veux dire, quand je suis dans un salon BIP d'Air France, il n'y a pas une mouche, quoi. Il n'y a pas une mouche qui circule, quoi. Il y a une personne qui tousse, on se retourne tous. Bon, le silence est un luxe incroyable. Donc, et je pense qu'effectivement, une société qui a pris conscience, effectivement, et qui sait, effectivement, à quel point le sonore est un fondamental, effectivement, de développement intellectuel, cognitif, véritablement, et de développement personnel, effectivement, oui, et collectif, encore une fois, lui, il aura compris cela. Il ne faudrait pas que ceux qui n'ont pas compris cela se retrouvent effectivement sur le banc des accusés, ou en tout cas sur le banc des ignorants, et qu'ils finissent effectivement par ne plus avoir la capacité qu'il leur est donnée de réfléchir, de comprendre l'importance de... Et dans le bruit, on ne peut plus réfléchir. On ne peut plus réfléchir. Quand on est dans le silence, on a encore la réflexion. Donc il y a là, effectivement, un phénomène sociétal extrêmement important. Et j'espère bien que les technologies de demain, pour répondre à la question de tout à l'heure, peut-être nous permettra effectivement de faire tomber ce bruit effectivement d'une manière intelligente. Oui, ça c'est l'avenir. Je pense que les villes de demain pourront être, et on s'y emploie aussi à la semaine du son, pourront être un peu moins bruyants, de manière à donner à tout le monde la capacité de réfléchir. Une ville comme Le Caire est une ville abominable. Je veux dire, c'est Paris aussi d'ailleurs d'une certaine manière, mais Le Caire, j'y étais pas longtemps. Est-ce qu'on peut véritablement avoir... On n'aura pas de réflexion, on n'aura pas de révolution au Caire. C'est impossible. On n'a pas l'endroit pour pouvoir travailler, pour faire travailler l'esprit, pour pouvoir réfléchir tranquillement. C'est un problème essentiel. Donc je crois que, oui, à l'avenir est dans les villes un peu plus calmes, et on s'y emploie avec l'UNESCO. C'est un vrai sujet de société, au-delà, effectivement, d'être un sujet de santé. D'accord, merci. On a une question dans la salle ? Oui, bonjour. J'ai une question pour M. Perrault. Par rapport au facteur de risque de l'audition, je suis navré parce que je suis arrivé en milieu de présentation. Je voulais savoir si vous n'avez pas la question des acouphènes et savoir si il y a des études qui ont montré est-ce qu'il y a plus de chances de développer des démences en cas d'acouphènes ou sans acouphènes en contrôlant pour la perte auditive, parce que je pense que c'est essentiel. Je ne sais pas si vous avez pu aborder. Non, pas à ma connaissance, mais là, j'ai pas en tête d'études qui étudient spécifiquement le lien entre acouphènes et troubles cognitifs. Après, voilà, les répercussions psycho-cognitives des acouphènes, ça c'est connu, mais un sur-risque en termes de déclin cognitif, je pense que ça n'a pas été étudié à l'heure actuelle. Mais je peux me tromper. En fait, quand il y a acouphènes, la plupart du temps, il y a troubles auditifs, en fait. Donc, indirectement... C'est pour ça que je disais que pas à 100%, hein, mais je pense que je ne sais plus le chiffre, mais 70% des personnes qui ont des acouphènes ont une forme de malentendance. Donc, indirectement, il y a un lien, mais pas direct. J'en profite pour dire qu'en cette période de guerre, les acouphènes sont partout. Autrement, l'autre jour, j'étais à Beyrouth. On a fait une semaine du son à Beyrouth. Et j'ai posé la question à tout un chacun. J'avais 40 personnes dans la salle. 100 personnes dans la salle. J'aurais demandé quels étaient ceux qui étaient acouphéniques. Tout le monde a levé la main. Tout le monde. Après 20 ans de guerre civile, tout le monde a été acouphénique. Donc ça veut dire des choses quand même sur un plan comportemental. Les explosions. Ben oui, parce que
et les missiles, etc. Et ce sont des gens qui, en permanence, savaient analyser en fait l'évolution de la situation. Ils savaient quand était lancé le missile, ils savaient à quel moment il allait arriver, au moment où ils étaient effectivement dans les caves, à être effectivement en situation totalement d'écoute. Et là, d'écoute, mais l'écoute, ça se traduisait ça s'est traduit par des acouphènes là du coup. Monsieur ? Bonjour, vous avez montré des résultats pour l'AI sur les volumes des zones en relation avec les formes de démence. Et Nicolas Michalski, que je connais un peu, a montré des résultats sur la vascularisation. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux connu, c'est-à-dire est-ce que finalement des zones plus petites deviennent des zones moins vascularisées, où la densité de vascularisation est peut-être plus grande sur une plus petite surface, et inversement, est-ce qu'une baisse de vascularisation montrée par Nicolas peut probablement être associée à une baisse de la taille du volume de l'air? C'est une très bonne question. La première chose, c'est qu'on a isolé ce qu'on appelle les démences vasculaires qui, elles, ont un gold standard qui est quand même essentiellement anatomopathologique, parce que nous, en tant que radiologues, ce qu'on va décrire, c'est ce qu'on appelle des hypersignaux de la substance blanche, le drame de ne pas être très spécifique au processus vasculaire, même s'il y a des échelles, comme l'échelle de Fazekas, des choses comme ça, qui permettent de la grader de façon à peu près, on va dire, grossière. Mais quand on corrèle avec l'autopsie et qu'on regarde d'un côté ce qui se passe pour les démences vasculaires, donc avec de l'athérosclérose à la dissection, etc., et des sujets Alzheimer sans marqueur vasculaire à autopsie, il y a des zones spécifiquement plus atrophiques. Donc évidemment, la substance blanche, c'est-à-dire que quand on fait de la volumétrie sur la substance blanche, on va voir ce qu'on appelait avant une leucoaraïose, c'est-à-dire une raréfaction de la substance blanche. Et il y a aussi des zones du cortex qui sont spécifiquement un peu plus petites dans ce panel. Après, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que c'est de l'imagerie structurelle. C'est-à-dire c'est pas de l'imagerie de perfusion, on ne fait pas d'injection, donc on n'a pas du tout le côté fonctionnel à côté. Alors, j'imagine que dans la littérature, il y a eu plein d'études de tout ce qui est imagerie de perfusion, de vasoréactivité cérébrale dans des populations d'Alzheimer. Par contre, est-ce qu'il y en a qui ont étudié spécifiquement le lien avec l'audition plus la cognition avec ce type de modalité d'IRM avancée ? Je ne sais pas. Honnêtement, j'en ai pas à ma connaissance. Ce qui était quand même intéressant, alors ça, on n'a pas fini les analyses statistiques, c'est que dans le sous-groupe de patients qui avaient des atteintes du cortex auditif d'Alzheimer, on avait l'impression qu'il y en avait un peu plus qui avaient une raréfaction de la substance blanche. Donc ça reste à déterminer, mais ça pourrait être un mécanisme en faveur de l'hypothèse qui a été présentée tout à l'heure. Du coup, pour rester un petit peu dans l'imagerie, vous avez montré des résultats sur des souris sourdes, du coup, autophones et ça. Est-ce que dans l'autre sens, vous allez regarder des souris FAD, PS1 ou quoi, des souris Alzheimer, c'est ça ? Oui, on est en train de faire ça. On a des modèles de souris Alzheimer, on les rend sourds et on les compare avec les souris contrôle. Et c'est très préliminaire, donc je ne veux pas tirer de conclusion. Mais c'est en cours. Et à l'inverse, il a été décrit chez des souris sourdes, contrôle, très âgées, qui avaient des traces de marqueurs de la maladie d'Alzheimer, très, très minimes. Donc on va vérifier si le simple fait d'être sourd tout au long de la vie chez la souris, ça peut augmenter légèrement le taux de ces marqueurs, qui sont à l'état de trace chez la souris contrôle. Très bien. Si vous avez un commentaire à ajouter sur cette question-là. Une autre question qui pourrait être également comment améliorer la prise en charge des troubles auditifs pour limiter les effets sur le cognitif. Là, c'est un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire il ne faut pas que les problématiques de démence soient un obstacle à l'appareillage auditif. Après, quand bien même l'effet bénéfique n'ait pas été démontré, il n'y a pas de raison que des patients Alzheimer ne puissent pas bénéficier d'un appareillage auditif. Après, la problématique, elle est quand même différente, je dirais, dans les pays anglo-saxons et notamment américains et français, pour le coup, là, pour des raisons économiques.
puisqu'en France, on a le reste à charge zéro, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, où le coût des soins est très, très important. Donc, c'est pour ça que ces grandes études de cohortes qui coûtent des millions de dollars se développent aux États-Unis, parce que ça va avoir un impact médico-économique relativement important. C'est vrai qu'en France, la question, à l'heure actuelle, ne se pose plus, puisque voilà, pour les appareils auditifs de classe 1, vous avez une prise en charge intégrale par l'assurance maladie quand c'est justifié. Donc, mais c'est vrai que voilà, la prise en compte et la prise en soin des problématiques sensorielles est importante chez les patients âgés. Il ne doit pas être passé au second plan au détriment de tout le reste, quoi. Il faut se rendre compte que être appareillé tardivement, c'est pas bien non plus. Et on le sait bien, ça. Mais c'est pas bien, tout le monde le dit, parce qu'effectivement, évidemment, plus on est appareillé au plus tôt, évidemment, plus on est capable de faire. La plasticité du cerveau joue son rôle important pour pouvoir s'adapter à une prothèse auditive. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on arrive assez tard, le problème, c'est qu'on a en mémoire, et ça c'est l'acousticien qui le dit, en fait, une vision du monde sonore qui est en timbre, qui est en spectre. Autrement dit, la voix de la personne qu'on aime, elle a une voix. Et on a des voix qui sont particulièrement importantes. Et je me rappelle de ma mère qui me disait, écoute, excuse-moi, je préfère déposer ma prothèse plutôt que de t'entendre avec une voix de canard. Donc c'est parce que j'étais plus la personne qu'elle aimait. Donc il va falloir qu'on progresse aussi sur cette notion d'audioprothèse et de prothèse auditive qui, à mon avis, en est un peu à son balbutiement. Excusez-moi de vous le dire, mais on n'est pas non plus, c'est pas extraordinaire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On amplifie. La prise en charge zéro, c'est très bien, mais pour des appareils qui sont quand même bas de gamme, si on veut rentrer dans des appareils qui sont beaucoup plus sélectifs sur le plan de fréquentiel, il faut déjà mettre 5 000 €, etc. Il y a des prix à donner. Voilà. Donc je pense que ça, c'est un handicap très important. Voilà, je voulais. Oui. Christian, tu as raison, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'appareil auditif, ça n'agit que sur l'amplification. Il faut bien comprendre que ça ne va pas vous restaurer une oreille physiologique et que c'est vraiment en termes d'audibilité que ça va améliorer les choses. C'est pour ça que l'intelligence artificielle a sûrement un grand rôle à jouer dans l'amélioration des rapports signaux sur bruit, de manière à pouvoir extraire de cette amplification le signal pertinent du bruit ambiant. Mais c'est vrai qu'en termes de ce qu'on appelle les capacités supraliminaires, c'est-à-dire au-dessus des seuils discriminatifs, l'appareillage auditif ne va pas les améliorer. Le sujet âgé, s'il a perdu des cellules ciliées, il aura toujours, même s'il entend le son, ça va toujours être difficile de comprendre la parole en milieu bruité. Ça, c'est un gros problème, malgré tous les appareils auditifs, même les classes 2, qui coûtent très cher et qui ne sont pas forcément plus efficaces sur cette problématique. Mais vous avez quasiment tous parlé de l'étude du Lancet et donc du fait que les troubles auditifs qui apparaissent au milieu de la vie, donc là on n'est pas chez des personnes qui sont déjà âgées ou présentant déjà des troubles cognitifs, comment on peut également améliorer peut-être le dépistage ou le diagnostic de troubles cognitifs déjà chez des personnes peut-être entre 30, 40 ou 50 ans, parce que de la même manière où une personne qui n'a jamais porté de lunettes et va apprécier le monde avec ses yeux jusqu'au moment où il va peut-être, s'il arrive, à avoir un rendez-vous au bout de 2 ans chez son opticien, chez son ophtalmo, pour avoir ses lunettes. Mais en fait, c'est ça, la HD. Est-ce qu'il n'y a pas également le même phénomène au final avec le son, et de se dire à quel moment on se rend compte que là, on a en fait une oreille qui commence à présenter des troubles, parce qu'on pense troubles d'audition, on pense à la surdité, à l'acouphène, comme on a parlé également, monsieur. C'est quelque chose qui est très, qu'on connaît bien. Mais est-ce qu'il y a des troubles de l'audition, peut-être plus pernicieux, qu'on va moins facilement dépister et qui pourraient être en fait un premier symptôme qu'on pourrait accompagner, traiter plus facilement, 30, 40, 50 ans, pour éviter la dégradation jusqu'à la surdité et donc en faire un facteur de risque derrière pour des maladies neurodégénératives? Ouais, c'est un peu compliqué.
c'est vrai que la problématique, c'est déjà accepter aussi la problématique de la surdité avant même de la dépister, parce que il y a beaucoup de patients ou de sujets d'un certain âge qui ont des troubles auditifs, mais pas suffisamment pour les handicaper dans leur vie, et donc pas suffisamment pour les inciter à prendre un appareil auditif. Après, la problématique, ce qui peut être intéressant, parce qu'il y a souvent une discordance entre le vécu du sujet qui va vous dire non, j'ai aucun problème, son partenaire, son conjoint va dire mais si, tu mets la télé trop fort, quand je t'appelle, que tu es dans la cuisine, tu m'entends pas, tu réponds pas au téléphone quand ça sonne. Enfin, il y a justement des questionnaires, notamment qui ont été développés par des collègues canadiens, où c'est des questions qui sont anodines et où on s'aperçoit en fait le sujet quand il répond question par question, les unes après les autres, au final, il a un score qui montre qu'il a des difficultés auditives. Donc peut-être dans le cadre du dépistage, c'est vrai que favoriser les auto-questionnaires de manière à faire prendre conscience au sujet qu'il a des difficultés auditives, même s'il ne veut pas le reconnaître spontanément. Juste, il y a un signe quand même qui, je pense, assez commun et la tâche la plus difficile pour le système auditif, c'est la compréhension dans le bruit ambiant. Et donc le premier signe qui doit alerter les proches, etc., c'est une personne de la famille qui va s'isoler dans un repas de famille, typiquement. Et c'est une des tâches les plus difficiles pour le cerveau, c'est extraire la voix. Enfin, voilà, l'effet cocktail party, c'est qu'on arrive à comprendre quelqu'un en concurrence avec 40 voix similaires dans le milieu qui nous entoure. Donc c'est extrêmement difficile pour le cerveau et c'est la première tâche qu'on perd. Et c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'après la même personne, typiquement un grand-père, une grand-mère, il va parler avec son petit enfant, il dit mais non, j'entends très bien parce qu'ils sont en tête à tête, qu'il n'y a pas cette concurrence, et évidemment les membres de la famille vont avoir du mal à le convaincre qu'il faut aller faire un test auditif, etc. Et il y a un autre phénomène aussi il y a ce qu'on appelle le gain central, c'est-à-dire que lorsqu'on perd l'audition, le cerveau va comme tourner un bouton et augmenter le volume. Et avant qu'on se rende compte soi-même qu'on entend moins bien, il va falloir perdre, je crois, au moins 15 décibels d'audition. Et pour rappel, le niveau sonore est multiplié par 2 ou divisé par 2 tous les 3 décibels. Donc il faut aller jusqu'à 15 décibels pour se rendre compte qu'on a une difficulté de compréhension. Et après, c'est des tests à certaines fréquences. Il faut perdre sur une large gamme de fréquences l'audition pour qu'on en ait la perception. Merci. On avait une question au fond de la salle. Alors, plus qu'une question, c'était pour ajouter un peu justement à cette discussion. Et du coup, je répondis juste sur une partie de ce que je voulais dire, qui était qu'effectivement, le début de la perte d'audition, en fait, ça peut être perçu comme quelque chose de positif, puisqu'on entend moins le bruit de fond et les bruits ambiants qui peuvent être désagréables. Et j'ajoute à cela des études qui commencent à modéliser la physiologie pré-Alzheimer et qui montrent une surutilisation, des signes neurophysiologiques qui sont plus importants juste avant la perte cognitive importante, justement en compensatoire de ce qui est en train d'arriver. Donc il y a un début de perte cognitive et des mécanismes de compensation importants qui donc peuvent flouter et rendre difficile l'utilisation de l'audition comme un biomarqueur d'Alzheimer, parce que justement, en fait, le cerveau est en sur-régime pour la compensation jusqu'à ce que ça soit trop difficile de compenser. Oui, mais je dirais que c'est pas nouveau. C'est la théorie de la charge cognitive. C'est ce qu'a décrit Kalman dans les années 70. C'est la problématique dans ce cadre-là de la double tâche. C'est-à-dire que si vous testez un patient qui a sur simple tâche a des résultats identiques à celui d'un sujet contrôle, vous rajoutez une tâche à réaliser simultanément et les résultats chutent drastiquement. C'est plus en termes de ressources cognitives disponibles. Et c'est vrai que ça a été montré par des études d'imagerie, ce qu'on classifiait avant les MCI, les Mind Cognitive Impairment, où justement ils ont des résultats en termes comportementaux de réponse psychométrique identiques à des sujets contrôle, mais en revanche, il y a une activation beaucoup plus importante au niveau cérébral qui fait qu'en fait ils utilisent des réserves cognitives pour pouvoir répondre aussi bien que des sujets contrôle. Mais effectivement, vous avez raison. Il
y avait une autre question. Oui, j'avais une question par rapport à ce que vous venez de dire concernant la capacité du cerveau à se concentrer sur la voix d'une personne alors qu'il y a du bruit autour, par exemple dans un bar. Est-ce que vous pensez que ça, c'est quelque chose qui peut s'entraîner ou au contraire qu'il faudrait éviter absolument ? Pas d'aller dans un bar et d'être exposé au bruit, mais d'être dans un repas de famille, et c'est-à-dire... ça dépend de la situation de départ. Oui. C'est sûr que, par exemple, des patients qui sont, ça dépend, misophoniques, hyperacousiques, qui ont une hypervigilance auditive, ça peut pas forcément, c'est peut-être pas très bien de les entraîner à cette problématique d'orientation attentionnelle. Après, tous les cas sont possibles, hein. Mais c'est vrai que la focalisation attentionnelle, en tout cas les capacités attentionnelles des sujets âgés, sont déficientes. Et ça, c'est très simplement montré dans les études, ce qu'on appelle les tests dichotiques, où on met en concurrence l'oreille droite et l'oreille gauche. Et en fait, quand on est en attention dirigée, où on demande aux sujets âgés d'écouter que les mots qui proviennent de l'oreille gauche ou de l'oreille droite, ils ont beaucoup plus de mal que les sujets jeunes, quoi. Parce qu'ils ont du mal à focaliser leur attention, ils sont plus distractibles et les résultats s'en ressentent, quoi. Après, en termes d'entraînement... Ça dépend. Ouais, je voulais plus savoir si c'était quelque chose qui usait le cerveau, entre guillemets, ou qui pouvait l'entraîner à force d'être répété à ce genre de situation où il y a du bruit autour. Oui, sûrement. Les musiciens professionnels, ou de facto, notamment les musiciens d'orchestre, s'entraînent à percevoir ce qui est autour d'eux, derrière leurs collègues instrumentistes, et ils ont des capacités attentionnelles plus efficientes. Mais après, en termes dans la vie de tous les jours... Alors, il y a le cognitif qu'on peut toujours entraîner, mais il y a aussi, alors c'est des études précliniques chez les modèles animaux, ça a été montré que moléculairement et fonctionnellement, on a par exemple 3 types de neurones dans le nerf auditif. Des neurones qui vont détecter préférentiellement les sons de faible intensité. Donc eux, ils sont saturés tout de suite dès qu'il y a du bruit, ils déchargent à fond et ils ne servent pas à grand-chose pour la compréhension. Des neurones de moyenne intensité, qui vont s'activer qu'à partir d'un son médian, et puis des neurones spécialisés dans la détection des sons de forte intensité. Et donc c'est typiquement ceux-là qui seraient utiles dans un repas de famille, au bar, puisqu'ils vont s'activer que pour les sons les plus forts, et donc ils vont aider à comprendre le message. Malheureusement, dans tous les modèles précliniques, ce qu'on voit, c'est que ces neurones, sont les plus fragiles au cours du vieillissement, et sont également les plus sensibles à la surexposition sonore. Donc ça, on ne peut pas le contrer par de l'entraînement. Donc chez le sujet âgé, s'il a trop usé son oreille ou si elle s'est dégradée par facteurs génétiques, etc., on ne pourra pas revenir en arrière. Une grande question, c'est que tout ça a été plutôt très bien caractérisé chez le rongeur et détaillé. On n'a pas réussi à montrer... ils existent très probablement chez l'homme, mais pour des raisons évidentes de dissection d'anatomie, on n'a pas réussi à montrer qu'ils existaient avec 100% de certitude chez l'homme. On note quand même qu'il y a toujours la question de est-ce qu'on peut s'entraîner en allant au bar ? Merci monsieur. Et excusez-moi, peut-être j'avais une question justement à Monsieur le Président de la Semaine du Son. Vous disiez en introduction, si je ne me trompe pas, que vous alliez mettre des décibélomètres dans les mairies. Décibelateurs. Dans les mairies, oui, je voulais comprendre pourquoi. C'est Courbevoie qui nous a les premiers. Oui. D'accord. Je voulais comprendre l'argument pourquoi des mairies, pas des écoles, parce que oui. Dans les halls. Non, mais les mairies, c'est un peu, c'est la France. Mais pas beaucoup de gens se rendent à la mairie. C'est un esprit citoyen, enfin, c'est ce qu'on voulait. Rarement. Mais bien sûr que dans les écoles, on devrait le faire. On devrait le faire. Ok. Évidemment, bien sûr, notamment avec le Conseil régional d'Île-de-France, il y a un projet effectivement notamment pour les éco-lycées justement, avoir une prise de conscience justement du niveau sonore. Donc, ce que je voulais dire tout à l'heure sur le bruit, 2 choses. C'est qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience maintenant chez les audioprothésistes des détections dans le bruit. Ça, c'est important parce que ça n'existait pas il y a 10 ans encore. Et notamment, pour tout vous dire, il y a une application qui s'appelle Noche. On travaille, nous, avec l'OMS, qui a été développée par Noche. C'est une application gratuite. Vous pouvez la télécharger assez facilement, qui vous permet d'entendre un bruit, effectivement, et votre capacité à discerner un son. Je crois que c'est n'importe quel son, ce sont des numéros qui vous sont donnés, et vous devez les décerner, les dissocier du bruit qui remonte. Donc ça vous permet effectivement d'avoir une petite idée de votre capacité à rejeter justement le bruit ambiant. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que
la notion de bruit est aussi une notion naturelle qui crée du masque. C'est-à-dire que quand on est sous la douche, on a du bruit. On a un bruit blanc même d'ailleurs, qui est un bruit qui est extrêmement régulier à toutes les fréquences, hein, dont l'énergie est la même à toutes les fréquences. Et évidemment, que, quand mon épouse m'appelle dans la cuisine et qu'elle me demande de lui parler alors que je suis sous la douche, je lui dis « effet de masque ». Effet de masque. Parce qu'elle me dit, mais moi je t'entends quand tu me parles, mais tu ne m'entends pas quand je te parle. Mais oui, forcément, parce que dans la douche, je parle plus fort que le niveau de la douche, mais quand elle me parle, son niveau, effectivement, arrive au même niveau que celui de la douche. Donc du coup, je suis masqué. Alors, on sait ça depuis longtemps. L'effet de masque est un effet naturel quand même. Et en prise de son musicale, en prise de son pas musicale, mais en prise de son, on évite de faire des prises de son à côté d'une douche, mais à côté également en bord de mer ou à côté d'une cascade. Parce qu'on sait de toute façon qu'on ne va rien y comprendre. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Devant. Moi, je voulais juste ajouter une virgule sur les autotests. Une fois, quelqu'un m'a fait la réflexion, t'es à l'âge où tu trouves que tout le monde parle dans sa barbe. C'est un peu ça. Et moi, c'est comme ça que ça a commencé. C'est-à-dire que j'ai trouvé que tout le monde parlait dans sa barbe jusqu'au moment où je me suis demandé si c'était pas moi le problème. L'autre point dont on n'a pas parlé, c'est l'audition sélective. On entend quand même mieux les choses qui vous intéressent que celles qui ne vous intéressent pas. Enfin, moi, je me souviens, on se demandait si un de nos enfants avait un problème d'audition quand il avait 3 ans, et le généraliste, qui était très malin, s'était approché de lui et avait dit à l'oreille tout bas, chocolat, mais très très bas, avec presque pas de son. Et le gamin avait parfaitement entendu. Il avait dit, votre enfant n'a aucun problème d'audition. Et c'est quelque chose qu'on retrouve même avec des troubles auditifs. On a beaucoup plus de facilité à comprendre des choses qui vous intéressent que des choses qui vous ennuient. Enfin, moi, j'ai constaté ça. Alors, je ne sais pas comment ça peut fonctionner sur la relation avec les troubles neurologiques, mais c'est une réalité, je pense. Oui, mais là, je pense que c'est la suppléance mentale qui est plus efficace, c'est-à-dire que l'éveil cognitif est plus marqué si ça vous intéresse que si ça vous intéresse pas. Hein. On dit bien, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Si ça vous intéresse pas ou si vous voulez pas l'entendre, c'est sûr que. Mais après, c'est vrai que il faut aussi avoir en tête que le système auditif, là, on a surtout parlé des voix ascendantes, mais aussi des voix descendantes, c'est-à-dire qu'il y a un rétrocontrôle qui se fait du cerveau jusqu'à la cochlée et qui potentiellement peut modifier le fonctionnement des cellules ciliées externes en l'occurrence, et donc améliorer la compréhension dans le bruit. Merci beaucoup. Je pense qu'une dernière question, je pense pour clôturer, on a tous, je pense qu'on a tous compris que la santé auditive était importante. Maintenant, comment mieux l'intégrer dans le discours de santé publique, peut-être pour essayer de faire bouger les choses. Et toc. En promouvant des ONG comme la Semaine du Son, en développant les conférences et les séminaires grand public de manière à sensibiliser la population. Et je pense que c'est justement le grand public qui pourra faire pression ensuite indirectement sur les politiques et les obliger à avoir des politiques de santé qui soient cohérentes, quoi. Enfin, ça paraît basique, mais... Ouais, c'est tout à fait ça. Et en même temps, peut-être trouver les bons politiques également, qui est la bonne parole aussi, parce que c'est un autre souci également, c'est de trouver des politiques qui ont connu. Parce que finalement, pour tout vous dire, les meilleurs politiques qui nous aident aujourd'hui, sont des gens qui ont justement vécu directement ou indirectement la surdité. J'ai un sénateur très connu dont l'épouse a été implantée cochléaire. Il a failli faire de sa femme, lui disait-il l'autre jour, simplement parce qu'elle n'entendait plus rien, donc elle était inexistante. Il la perdait, parce que le sonore, c'est la vie, quoi, je veux dire. Et ne plus entendre, c'est pas la vie. Et donc, quand elle a commencé à réécouter, à réentendre le monde, il l'a retrouvé. Et là, du coup, ça nous a fait effectivement un ambassadeur de plus. Voilà. Mais malheureusement, c'est souvent le cas. Il faut y être passé pour comprendre précisément, à la différence de l'image et de l'œil, c'est que précisément il faut y passer pour comprendre l'importance du sonore. Et c'est le problème.
Et je pense qu'on peut faire la corrélation avec la maladie d'Alzheimer ou toute autre maladie, même rare au final, qu'à partir du moment où on a des personnes qui vont être touchées au quotidien ou qui auront vécu la maladie de manière proche dans leur entourage, ils sont en général des personnes qui sont plus investies, et c'est pas ma collègue au fond qui dira le contraire. On avait une intervention, monsieur ? Oui. Pardon. Oui, en fait, je pense notamment MTDan, le programme MTDan. Pardon. Le programme MTDan, où en fait, à certains âges, on nous recommande d'aller voir le dentiste. Je pense qu'il pourrait y avoir la même chose avec le médecin généraliste pour faire un audiogramme, électrocardiogramme, enfin tout ce qui va avec. C'est pas très cher et ça serait quelque chose de simple à mettre en place. Vous en pensez quoi ? Je pose la question, mais je crois avoir entendu que le généraliste ne fait pas d'audiogramme. Non. Et pourquoi ? Je ne sais pas, mais c'est dommage. Ah oui. C'est des histoires entre spécialistes et généralistes. Et voilà. Non. C'est juste, c'est un acte médical qui est réservé aux spécialistes ORL. Oui. Mais c'est particulier parce que même à l'ENS, en fait, quand je fais des expériences en psychologie cognitive, et en fait, on est habilité entre guillemets à faire des audiogrammes. Enfin, habilité, pas visée médicale. Oui. Voilà. Donc, mais on remet quand même. N'importe qui peut faire un audiogramme, oui. si vous le souhaitez. Par contre, à visée médicale, c'est réservé à l'ORL. Après, c'est l'autre problématique que l'audiologie en tant que telle, c'est-à-dire, je dirais, le versant médical de l'ORL n'est pas reconnu en France. Dans les pays anglo-saxons, il y a le métier d'audiologiste qui n'existe pas en France. Après, ça permet quand même de faire un pré-diagnostic, de dire voici l'évaluation de ce que tes oreilles peuvent entendre. Oui, tout à fait. Après, il faut bien avoir conscience du milieu dans lequel vous faites l'audiométrie. Ah oui, bien sûr. C'est pas une cabine anéchoïque, enfin pas forcément anéchoïque, mais en tout cas une chambre sourde isolée, s'il y a du bruit ambiant, voilà quoi. Peut-être qu'il faudrait généraliser ce genre de dispositif. Oui. Après, il y a des autotests, c'est pareil. Ce dont parlait Christian Hugonnet avec les téléphones portables. Maintenant, il y a plein de tests dans le bruit, dans le silence, pour essayer d'évaluer son audition et justement alerter en cas de difficulté, quoi. Oui, c'est vrai que j'ai téléchargé l'application l'année dernière, parce que j'étais venu à la semaine du son au ministère de la Culture, de la Santé, je crois. Et le problème, c'est que j'ai pas réussi à faire ce test et l'application est disponible qu'en espagnol. Je sais pas si vous avez des. Je l'ai pas en français en fait. Elle s'est installée en espagnol directement. Est-ce que vous avez eu des retours sur l'application ? Oui, moi je l'ai utilisé. Ça marche. C'est en français. Okay. Oui, non. Merci. C'est en français, donc. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il faut rester positif, effectivement, dans la perception. C'est important de considérer qu'on a, pendant très longtemps, là, l'autre jour, j'avais un garçon qui était vraiment sourd profond, et qui me disait, vous ne pouvez pas imaginer le drame qu'est le mien, tout simplement parce qu'on a toujours assimilé en fait la surdité à quelque chose de négatif, évidemment, mais aussi lié aussi à la notion de comportement, faire attention à cela. Et il me disait, la notion de, quand on dit sourdingue, par exemple, c'est intéressant de le dire. Il me dit, mais ça me revient en permanence. Je veux dire, t'es sourdingue, mais pourquoi dingue ? Alors, et s'est intéressé à cette expression-là, et il s'est aperçu en fait que ça venait du temps des rois, où effectivement, autour du roi, on ne demandait que des gens qui étaient sourds, de manière à ce qu'ils ne puissent pas entendre les conversations de ces dames ou de ces messieurs. Et donc c'est resté une expression qui nous pèse, qui nous colle à la peau. Et précisément, là aussi, il y a un vrai souci. Et donc on assimile souvent, effectivement, d'une manière générale, la perte d'audition à quelque chose qui n'est pas très sympathique. Voilà. Donc il va peut-être falloir qu'on dépasse aussi ce stade-là et qu'on considère la vie et non pas le reste, quoi. Autrement dit, qu'on considère que l'écoute, c'est quelque chose de fondamental, évidemment. Moins écouter, c'est pas catastrophique, mais il faut aller vers quelque chose de... Donc il faut considérer le sonore dans sa positivité, voilà, et non pas dans son esprit. Et c'est le thème de la semaine du son. D'ailleurs, on essaye de ne pas être négatif du tout. Au contraire, aller vers l'essentiel qui est celui de l'écoute et de la vie. Très bien. Ouais, ça m'a l'air d'être une phrase de conclusion, je pense. À moins qu'il y ait une autre intervention dans la salle. Messieurs les intervenants, non. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour vos interventions, qui étaient fort intéressantes.
Merci à vous d'être restés jusqu'au bout et sans pause. Je vous invite, si vous êtes intéressé par la semaine du cerveau, c'est l'instant promo, à aller vous rendre sur le site officiel, voir il y a d'autres événements qui sont disponibles, notamment sur Paris et jusqu'à la fin de semaine. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci encore.